Bonjour, je vous propose qu'on commence cette quatrième et dernière plénière pour pas finir trop tard, pour que tout le monde puisse aller prendre le train qu'il a à prendre ou rentrer, continuer sa journée et faire ce qu'il a à faire. Donc cette dernière session est consacrée à la parentalité et donc elle est animée par moi-même, Kitri Reynaud de Lyon, et Annelise Fanton qui dirige le CRCM de Dijon. Et donc nous avons 3 interventions autour de la parentalité. Donc, je propose de laisser la parole à Charles Garabédian qui va vous parler du défi des grossesses chez les patientes atteintes de mucoviscidose. Merci. Merci, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci pour votre invitation et puis je suis ravi de pouvoir participer à ces journées. Donc, moi, je suis gynécologue obstétricien à Jeanne de Flandre, à Lille. J'ai détesté la pneumo à l'internat, mais j'ai fini par tomber dedans à cause de notamment Camille. Et puis aujourd'hui, on a de plus en plus de patientes suivies qui ont une mucoviscidose et d'autres pathologies pulmonaires. Donc je suis ravi de vous présenter un petit peu notre expérience et puis ce qu'on connaît un petit peu sur le suivi de grossesse actuellement. Alors le premier point finalement, c'est de comprendre ce qui se passe pendant la grossesse d'un point de vue physiologique avec 4, on va dire, mécanismes qui sont importants. La première chose, c'est la modification des voies respiratoire en cours de grossesse, avec de façon complètement physiologique un œdème de la muqueuse, une hypersécrétion, une fragilité au niveau des voies respiratoires, avec notamment plus d'infections et plus de rhinite, notamment quand on prend des cohortes de patientes qui n'ont aucun antécédent, 30% de rhinite chez les femmes enceintes au 3e trimestre. Après, on va avoir forcément une modification des volumes pulmonaires, puisque avec le fœtus, l'augmentation de la taille de l'utérus, notamment à partir du 3e trimestre, eh bien, on va avoir un impact sur les coupoles diaphragmatiques et donc sur le volume pulmonaire. Ça entraîne aussi une augmentation de la ventilation par minute, avec finalement l'augmentation du volume courant, mais pas forcément de la fréquence respiratoire. Et là, on a un effet aussi hormonal lié à la progestérone qui va stimuler directement les centres respiratoires. Et puis en plus, après, on a l'augmentation de la ventilation alvéolaire. Donc chez toutes les mamans en cours de grossesse, on a des modifications pulmonaires qu'elles décrivent très très bien, avec notamment une augmentation de la dyspnée à partir du 2e et surtout au 3e trimestre, avec des signes d'orthopnée notamment. Alors quand on regarde un petit peu maintenant la littérature sur le mucoviscidose et grossesse, eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'évolution au cours du temps et puis de voir aussi qu'il y a finalement peu de littérature sur le sujet. Donc, je vous ai pris vraiment les principaux papiers, et notamment celui-là dans l'American Journal, qui est le plus gros journal en obstétrique, qui a été publié en 2015. C'est une étude en population américaine qui reprend quand même 1119 femmes avec mucoviscidose, qu'ils ont comparé à 12 millions de témoins. On est loin de la thèse d'interne de 1 cas pour 2 témoins. Et ils ont quand même repris de 2000 à 2010. La première chose, c'est qu'avant l'arrivée des modulateurs, on voit qu'il y a une augmentation au fur et à mesure des années du nombre de grossesses chez les patientes qui ont une mucoviscidose, avec, vous voyez, un taux de 2,9 pour 100 000 naissances, donc c'est quand même peu en 2000, versus 9,84 pour 100 000 en 2010. Et après, quand on regarde les complications, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait une analyse aussi multivariée pour voir vraiment, finalement, quelles sont les complications en cours de grossesse pour les patientes qui ont une mucoviscidose. La première chose, c'est le décès. Le décès, alors on voit que même si c'est des événements qui sont rares, c'est quand même 1% dans le groupe mucoviscidose, 0,07 dans le groupe des patients de contrôle. Et donc, il y a 76 fois plus de risques de décès en cours de grossesse. Après, on s'attend assez logiquement qu'il y ait plus d'atteintes pulmonaires, avec notamment plus de nécessité de ventilation. Donc, vous voyez, avec un odds ratio à 18, plus de pneumopathie, de défaillance respiratoire aiguë. Vous voyez, pneumopathie avec un risque multiplié par 56. Et puis après, quand on prend au global un critère composite de morbimortalité maternelle, on voit qu'il est augmenté par 28 pour les femmes enceintes ayant la mucoviscidose. Et après, pour moi, l'obstétricien, on voit qu'il y a quand même 2,2 fois plus de risque de prématurité chez ces mamans-là. Donc on voit que clairement, ce sont des grossesses
à plus haut risque, ce qui explique aussi peut-être le faible nombre de grossesses, avec des complications qui sont quand même importantes et qui sont majeures. Donc ça, c'était en 2015 sur une série de 2000 à 2010. En France, il y a eu donc dans le registre national une reprise de grossesse entre 2000 et 2012, et c'était que des patientes nullipares. Donc c'était la première grossesse, et l'objectif c'était de comparer les groupes avec un VEMS inférieur à 50% versus supérieur à 50%. Vous savez que classiquement, c'était un petit peu le seuil qui était retenu dans les consensus qu'on voyait d'experts au niveau international pour autoriser, entre guillemets, une grossesse. Eh bien, vous voyez d'abord que le nombre de cas est quand même assez faible, 36 dans le groupe VEMS inférieur à 50% versus 113 dans le groupe VEMS supérieur à 50%. Et là, lorsqu'on voit, on voit que l'IMC est supérieur dans le groupe VEMS supérieur à 50%, qui a eu moins d'antibiotiques pendant la grossesse. Et puis, ce qui est assez intéressant, et vous verrez après sur notre expérience actuelle, le taux de grossesse obtenu par AMP est de l'ordre de 1/3. Le taux de césarienne est très élevé, 43% dans le groupe des patientes avec un VEMS inférieur à 50% et 21% dans l'autre groupe. 21%, c'est à peu près le taux global en France pour toutes les patientes. Donc on voit qu'il n'y a pas pour ces patientes-là, finalement, pas de sur-risque de césarienne. Et puis après, on voit un taux de prématurité, en revanche, qui est quand même très élevé, puisqu'il est de l'ordre de 42% chez les patientes sévères avec un VEMS inférieur à 50% et de l'ordre de 30% pour les autres patientes. Donc là, c'était pour voir un petit peu déjà la différence entre les patientes qui ont un VEMS inférieur à 50 et supérieur à 50, puisque pareil, vous allez voir, dans notre expérience actuelle, il y a de plus en plus de patientes qui ont des VEMS bas qui sont enceintes. Et puis arrivent les premières séries avec les modulateurs. Et donc cette étude internationale, vous voyez, 64 grossesses chez 61 femmes. Alors pour l'instant, ce sont essentiellement des études sur questionnaire, avec toujours le biais finalement de ne pas avoir des données complètes et puis de ne pas avoir tous les événements qui sont rapportés. Et chez ces patientes-là, il y en a 44 qui ont eu une poursuite du traitement. Et vous voyez que les VEMS sont très variables en début de grossesse chez ces patientes. Et puis, cette petite série rapportait que finalement, le traitement était quand même plutôt bien toléré pendant la grossesse et également pendant l'allaitement, avec seulement 2 complications qui étaient en lien avec le traitement. Donc finalement, l'autre point qui était intéressant, c'est que lorsqu'on arrêtait, eh bien, on avait une décroissance du VEMS et finalement une altération de l'état clinique des patientes. L'année d'après est publiée cette série multicentrique américaine. Donc c'est à nouveau un questionnaire au centre. Donc on voit qu'il n'y a pas vraiment de recueil très très fiable. Et puis c'est aux États-Unis, il n'y a que 45 grossesses. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement on a un VEMS qui est quand même assez élevé chez ces patientes-là, qui est de l'ordre de 75%. Et puis des traitements qui sont plus ou moins exposés au fur et à mesure de la grossesse. Et on commence à avoir une réflexion, quand on prend ce papier-là, de se dire est-ce qu'on ne peut pas arrêter ou diminuer peut-être le traitement en cours de grossesse ou en périconceptionnel chez certaines patientes. Et vous voyez sur les effets qui sont relatés directement par rapport au traitement, eh bien, il y a une cholécystite et puis une cholestase gravidique. Donc la cholestase gravidique, c'est une complication qui survient chez à peu près 2% des patientes en cours de grossesse, qui est par l'intermédiaire d'un prurite important. Et il se pose la question s'il y a un lien avec le traitement chez ces patientes. Et puis, donc, ça, c'était pour vous présenter un peu une revue de la littérature. Et vous voyez, il n'y a quand même pas énormément de données à l'heure actuelle sur la mucoviscidose et grossesse, et encore plus avec les nouveaux traitements. Et donc, on a fait une étude dans notre centre, et je remercie notre interne Agathe Piette qui a fait ce mémoire pour un DU, et on est en cours de publication de ce travail. Et on a repris les patientes exposées, non exposées sur une quinzaine d'années. Donc la première chose, c'est que vous voyez, on a 30 patientes non exposées versus 11 exposées pendant la grossesse. Et c'est assez intéressant de voir comment les caractéristiques des patientes se sont modifiées.
La première chose, c'est qu'on a des patients qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont 26 ans versus 29 ans. Alors, on est loin des grossesses à Paris où la moyenne, de toute façon, c'est 37-40 ans. Nous, dans le Nord, on est plutôt précoce. Et donc, en tout cas, on voit que depuis l'introduction du traitement, les grossesses sont quand même à un âge plus précoce. L'IMC est le même. On voit que les modulateurs, la durée de traitement est d'environ 20 mois avant le début de la grossesse. Et puis regardez, c'est assez intéressant sur tous les paramètres ventilatoires, et ça nous a quand même pas mal marqué. Avant traitement, eh bien, le VEMS moyen des patientes était de l'ordre de 78%, et aujourd'hui il est de l'ordre de 53%. Vous voyez, on était tout juste à la limite des anciennes guidelines internationales qui disaient qu'une grossesse ne pouvait pas être autorisée si le VEMS était inférieur à 50%. De même pour la CVF, qui est plus basse. On voit que les colonisations bactériennes, les patientes sont beaucoup plus colonisées, avec au moins 2 bactéries dans 90% des cas, avec d'autres, avec une ABPA dans 63% des cas, et puis des antécédents d'hémoptysie dans 54% des cas, et des antibiothérapies IV dans 54% des cas dans les 12 derniers mois, versus 23% dans l'autre groupe. Donc on voit qu'on n'a pas le même profil de patientes en cours de grossesse que celles qu'on avait avant traitement. Et de même, lorsqu'on regarde les pathologies associées, eh bien on voit qu'il y a beaucoup plus de patientes avec un diabète antérieur à la grossesse, quasiment la moitié versus 10% avant. En revanche, l'équilibre du diabète est à peu près le même et on a plus d'insuffisance pancréatique exocrine. Donc ça, c'est un petit peu les données maternelles. Lorsqu'on regarde ensuite le déroulement de la grossesse, eh bien, regardez déjà ce premier chiffre qui est très important, c'est que 100% des grossesses sont des grossesses spontanées. Plus d'AMP chez ces patientes-là. Et je pense qu'on n'a pas regardé, et je regrette a posteriori, vous savez, le terme de grossesse surprise. Eh bien, parmi ces patientes-là, je pense qu'on en a au moins la moitié qui sont des grossesses surprises. C'est un petit message, si je peux le passer en même temps, lorsque vous mettez le traitement, mettez une contraception en même temps. Puis, parce que je vous en parle vraiment très sérieusement, et on a certaines patientes qui, dès la prise du traitement, 1 ou 2 mois après, ont été enceintes. Donc pensez à ça en même temps. Même si ça diminue mon chiffre d'affaires, mais quand même c'est important. Quand même. Alors après, pour les complications de la grossesse, on voit qu'il y a un peu plus de menaces d'accouchement prématuré chez les patientes en cours avec un traitement, plus de cholestase gravidique. Et en revanche, regardez, d'un point de vue pulmonaire, c'est assez intéressant. Il y a pas, le taux d'exacerbation est le même finalement entre les deux groupes, alors que ce sont des patientes qui sont de base plus sévères. Et on a finalement moins d'impact de la grossesse sur le VEMS, parce que vous voyez qu'il y a moins 12% dans le groupe avant traitement, et on est à moins 0,5% dans le groupe après traitement. Idem pour la CVF, et vous voyez, on a moins aussi de survenue d'hémoptysie. Évidemment, on est sur des petites séries, mais je trouve que ça donne déjà quelques signaux qui sont intéressants pour l'impact sur le déroulement de la grossesse. Alors après, sur les données de la naissance, eh bien, quand même, ce sont des patients qui sont plus sévères, donc on voit qu'on a un âge gestationnel plus précoce, de l'ordre de 37 semaines d'aménorrhée, versus quasiment 39 semaines dans l'autre groupe. Un taux de déclenchement qui est plus élevé, on a un taux d'accouchement voie basse spontanée qui est à peu près pareil dans les deux périodes. Et vous voyez, on a très peu de césariennes programmées. Alors après, nous, on est une école où on fait énormément d'accouchements par voie basse, mais la mucoviscidose n'est pas une indication de césarienne programmée. Et ensuite, sur le postpartum, puisque c'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe après la grossesse, on voit que la durée de séjour, elle est quasiment identique. En revanche, on voit qu'il y a plus de transferts en unité de soins intensifs ou en réanimation des patientes dans la seconde période. Le taux d'allaitement maternel a diminué, et puis je pense qu'on y reviendra après, notamment avec Sophie Gauthier, puisque on va parler beaucoup aussi de pharmacovigilance. Et on voit que le VEMS est très peu impacté, et la CVF très peu impactée par finalement la grossesse, avec une bonne récupération ou du moins stabilité dans le postpartum depuis l'arrivée des traitements versus avant où la grossesse avait un réel impact sur le devenir pneumologique après. Alors au final, depuis l'arrivée des traitements, eh bien, on observe clairement plus de grossesses que des grossesses spontanées et des patientes qui seraient classées plus sévères, avec un VEMS moins élevé, plus de colonisation, plus d'antécédents d'hémoptysie, plus de diabète associé. Il y a moins d'impact de la grossesse d'un point de vue pulmonaire, avec des naissances plus précoces, moins d'allaitement,
une meilleure récupération pulmonaire en postpartum. Donc ma question, finalement, le but du topo, c'était finalement le défi chez ces patientes-là, maintenant qu'on a vu un petit peu la littérature et puis notre expérience. Et moi, finalement, les deux choses que je voudrais vraiment, sur lesquelles il faut qu'on travaille tous ensemble, c'est l'anticipation et puis surtout la multidisciplinarité. Je vais y arriver. Et donc pour ça, on a mis en place depuis maintenant 4 ans, je pense, une réunion de concertation pluridisciplinaire poumon et grossesse. Alors ça ne prend évidemment pas que les patients qui sont suivis pour mucoviscidose, on a toutes les autres patientes avec des pathologies pulmonaires sévères. Et donc je vais vous présenter un petit peu l'intérêt et puis qu'est-ce qu'on discute finalement pendant cette RCP. Et ça reprend exactement le dernier consensus d'experts qui a été publié en 2022 sur justement comment suivre une grossesse chez ces mamans-là. Alors, la première chose, et évidemment on sera tout à fait disponible pour l'envoyer à toutes les personnes qui le souhaitent, c'est quand on reprend évidemment tous les antécédents. Et c'est très important de reprendre vraiment toutes les histoires et également aussi le suivi psychologique des patients, puisqu'on sait que la grossesse va avoir un impact très important et la parentalité sur le psychique. La question de la nutrition est très importante, avec le calcul de l'IMC et puis le dosage des vitamines en début de grossesse. Et puis pour la pathologie pulmonaire, on va évidemment reprendre toute l'histoire avec un focus sur le VEMS avant la grossesse, bien sûr, le nombre de cures d'antibiothérapie et puis le type, la fréquence et les résistances, et puis sur toutes les pathologies pulmonaires qui vont être associées, puisque ce sera très important, notamment l'asthme sévère, pour toutes les thérapeutiques qu'on a en obstétrique, puisque vous savez qu'un asthme sévère contre-indique aux prostaglandines, qui est un traitement qu'on utilise énormément en obstétrique. Et puis l'importance des pathologies associées, et notamment du diabète, puisque le diabète a des conséquences importantes pendant la grossesse, sur la croissance fœtale, sur le risque de mort fœtale, et donc il faut avoir tout le parcours qui se met aussi en lien de suivi de diabète et grossesse. Arrivent les questions du traitement. Pour le traitement, eh bien, clairement, il faut évaluer tous les traitements qui sont en cours, se poser la question des modulateurs, depuis quand? Est-ce qu'un sevrage est possible? Nous, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'on peut arrêter. Chez des patientes qui sont en désir de grossesse, parfois on teste. On a essayé chez une patiente, on a arrêté 3 mois. Elle s'est fortement dégradée, donc on a repris le traitement. Mais se pose aussi la question de la diminution de la dose. Et puis moi, je vais assister sur un point, puisque en obstétrique, on est très marqué sur les traitements à long terme, l'effet sur les nouveau-nés, puisque toutes les semaines ou tous les mois sortent des papiers sur traitement en cours de grossesse et effets à long terme. Sophie va vraiment vous en parler. Mais nous, on a été très marqués par la dépakine, par exemple. Vous avez tous entendu cette histoire des mamans épileptiques qui étaient sous dépakine, où on a découvert au départ des malformations. Et à long terme, en fait, on trouve des anomalies de développement neurologique. Et donc, je pense que c'est très important d'informer les patientes qu'à moyen et court terme, les données sont quand même plutôt rassurantes. Mais moi, je trace qu'on ne sait pas l'effet à long terme des modulateurs pendant la grossesse. Et ça a aussi une importance pour vous protéger. Alors, je vous le dis parce que nous, l'obstétrique, c'est la première spécialité médico-légale. Donc, on a l'habitude des expertises et autres de dire qu'on a informé aussi sur le potentiel effet à long terme des traitements qui n'est pas encore connu. Et puis après, quand vous avez des questions, n'allez pas voir le Vidal, n'allez pas voir les boîtes de médicaments parce que tout est contre-indiqué pendant la grossesse, mais allez voir le CRAT, qui est le centre de référence sur les agents tératogènes. Et donc, par exemple, voilà, vous vous demandez pour la ventoline si ça peut être autorisé pendant la grossesse, et c'est extrêmement bien fait puisque vous avez en pratique qu'est-ce qui se passe en prévision d'une grossesse, pendant une grossesse, pour l'allaitement, etc. Donc, chaque traitement, dès que vous avez une question, soit vous vous adressez, quand vous avez la chance d'avoir un super centre comme nous de pharmacovigilance, à Sophie Gauthier, soit vous allez voir le CRAT, qui est quand même assez pratique aussi en consultation. Et moi, je n'hésite pas à tourner mon ordinateur et à montrer au couple un peu tous les traitements qui sont pris pendant la grossesse et leur impact pour la grossesse. Alors après, en réunion, donc, de quoi on discute On discute bien sûr du suivi pneumo et obstétrical conjoint. Et puis c'est indispensable d'avoir un suivi conjoint pneumologue, obstétricien et anesthésiste.
L'organisation, nous, on essaye de faire des HDJ de pneumo en même temps que les consultations d'obstétrique, plus ou moins des HDJ de diabétologie pour les suivis pour les diabètes antérieurs, ce qui nous permet d'adapter le suivi échographique. Et puis, bien sûr, la question de la pharmacovigilance. On donne à Sophie tous nos cas de patientes actuellement pour qu'on puisse avoir cette banque de données qui est très importante. Et puis aussi, évidemment, la question de la génétique, je suis passé dessus tout à l'heure, je pense, très importante pour savoir pour le coparent aussi, est-ce qu'il est porteur de mutations. Et c'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup quand on m'adresse les patientes en préconceptionnel, comme ça on fait tout le bilan ensemble et ça permet d'avoir le conseil génétique avant la grossesse et de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut réaliser par exemple une biopsie de trophoblaste ou une amniosynthèse en début de grossesse. Alors après, pour l'accouchement, eh bien, clairement, l'objectif, c'est d'atteindre au moins 39 semaines, d'éviter toute prématurité. La voie d'accouchement, eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la voie basse. Ça n'est vraiment pas une indication de césarienne, même quand elles ont des VEMS bas. Et au contraire, plus le VEMS est bas, plus on voudra avoir un accouchement par voie basse, puisque la récupération, elle va être meilleure. En fonction des pathologies associées, on va discuter sur les modalités de déclenchement. Je vous ai parlé des prostaglandines, d'accouchement et également d'analgésie. Et donc, vous voyez, on se pose vraiment toutes les questions, de savoir s'il faut des aérosols avant, quel type de délivrance, est-ce qu'on peut utiliser des prostaglandines. Comme ça, après, quand elle arrive de jour, de nuit, toutes les équipes sont au courant de la prise en charge qu'il faut réaliser pour ces patients-là. Et après, bien sûr, la question du postpartum. Dans quelle unité de surveillance? On a une question, bien sûr, autour de l'allaitement, et ça, je laisserai Sophie en parler après. La reprise du suivi, elle n'est pas toujours simple, puisque une fois que les patientes ont accouché, elles n'ont pas toujours envie de revenir ni voir le gynéco, ni de retourner au CRCM. Et souvent, on a une petite errance avant le retour et souvent un nouveau projet de grossesse. Et puis, il faut bien sûr envisager la contraception dès la grossesse pour le postpartum. Et puis, dernier point, et j'insisterai aussi là-dessus, c'est ne faut pas oublier que c'est un couple des parents en devenir et que c'est bien médicalisé, mais il ne faut pas oublier tout le reste autour de la grossesse. Et nous, on les invite à écrire un projet de naissance. Vous voyez, nous, toutes les mamans à Jeanne de Flandre ont ce document pour pouvoir écrire un projet de naissance. Et je trouve que ce n'est pas parce qu'elles ont une pathologie particulière qu'elles n'ont pas le droit d'écrire leur projet de naissance. Et en plus de bien sûr faire toute la prépa à la naissance, puisque notamment pour l'accouchement voix basse, on aura encore plus besoin d'elle pour la naissance. Donc il faut aussi axer sur la préparation à la parentalité et puis discuter aussi avec le couple de comment va être l'organisation quand elle sera réhospitalisée pendant une semaine pour des cures d'antibio ou autres, comment son conjoint voit pour le travail, comment ils envisagent tout ça. Et tout ça, c'est des questions à anticiper finalement pendant la grossesse. Et donc, vous voyez, là, je vous ai mis en diapo, finalement, toutes les recos internationales publiées en 2022 et qui reprennent à peu près tout ce que je vous ai dit là dans le cadre de notre RCP. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire un peu une checklist comme ça pendant la grossesse. Donc, en conclusion, notre défi de soignant, c'est d'anticiper et puis d'accompagner ces mamans-là. Il faut, je pense, parler du projet de parentalité, alors parler contraception, puis parler du projet de parentalité. Quand le sujet arrive, moi je pense qu'il faut l'orienter assez rapidement vers une équipe d'obstétrique, vers l'équipe de génétique, pour refaire le point ensemble sur tout le suivi de la grossesse, sur le conseil génétique. Il faut clairement travailler tous ensemble. Alors nous, on a mis en place une RCP, je pense que c'est indispensable pour ces mamans-là, puisque ça évite que quand elles arrivent en salle de naissance, le jour J notamment, ce soit la panique, puisque mucoviscidose et grossesse, on ne connaît pas bien. Et je pense, pareil, on a déjà discuté avec d'autres centres, mais que c'est bien qu'elles accouchent dans des centres qui ont l'habitude de suivre des mamans qui ont une mucoviscidose, puisque moi je fais aussi beaucoup de consultes de vécu trauma d'accouchement. Et quand on ne connaît pas la pathologie, c'est la panique à bord. L'anesthésiste, qui est parfois un intérimaire, ne connaît pas et dit non, elle, c'est pas de péri, c'est une césarienne, etc. Ça peut être la panique, et donc d'où l'importance de tout anticiper en anténatal. Il y a quand même une question majeure autour des traitements et puis le devenir après à long terme.
Et puis, ce qu'on rappelle souvent, hein, alors nous, on est un centre où on suit énormément de mamans avec des pathologies, c'est qu'une femme enceinte, ça n'est pas qu'une patiente, hein, c'est une future maman avec ses atteintes et également ses craintes liées à la parentalité. Et puis, je crois que vous l'avez bien compris, de discuter aussi de la contraception lorsque on débute ces traitements-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. On a la place pour quelques questions. Pierre-Régis ? Merci beaucoup, très joli topo. Moi j'aimais bien l'obstétrique, mais bon, j'ai fini pneumologue. Moi j'avais gardé comme notion de mes anciennes études d'obstétrique, si je puis dire, qu'un terme normal c'était 41 semaines et que la prématurité c'était avant 37 semaines. Et ce qu'on voit très souvent dans les grossesses qu'on suit, en particulier quand les femmes sont un petit peu sévères, c'est qu'on s'oriente sur globalement un déclenchement à 37 semaines. Et là, dans ton topo, le terme souhaité, c'était 39 semaines. Est-ce que tu peux commenter sur 39 semaines versus 37 semaines ? Oui, merci, c'est une excellente question. En effet, le terme idéal, c'est 39, puisque 37, on a la limite de la prématurité. Et en fait, on se donne comme objectif 39 et on voit comment évolue la grossesse. Et ça nous arrive de déclencher à 37 aussi dans les formes sévères ou les infections à répétition, etc. Mais c'est ce que je dis, même le terme idéal, c'est 41. Pour des patientes qui ont un VEMS à 90%, on va à 41 semaines. Il n'y a pas besoin de déclencher à 39 quand tout va bien, quoi. Mais on va dire chez les patientes sévères, on essaye 39 et surtout on essaye de ne pas descendre en dessous de 37 semaines puisque pour le coup là, c'est une prématurité induite. Quelqu'un d'autre ? Allez-y. Ouais, Marlène Duris, Toulouse Adulte. Je voulais savoir quelle est votre attitude face à des patientes qui font des hémoptysies de moyenne abondante récidivantes et qui, par exemple, à l'occasion d'une première grossesse, ont fait une hémoptysie autour de l'accouchement. Est-ce que c'est de la négociation cas par cas ou bien est-ce que l'effort de la délivrance peut augmenter le risque d'hémoptysie par hyperpression ? Donc la question autour de l'hémoptysie, elle est très importante et je vous remercie. C'est vraiment une question qu'on se pose en réunion concertation pluridisciplinaire. Je fais encore la pub de ça, mais où on essaye aussi, même chez d'autres patientes qui ont d'autres pathologies pulmonaires, de cadrer un petit peu. Si une hémoptysie survient, on essaye l'hexacil, 2, on essaye l'embolisation, etc. Donc on définit assez clairement et on rediscute avec les anesthésistes de la meilleure voie d'accouchement. Mais on n'a encore jamais indiqué une césarienne pour un antécédent d'hémoptysie en tout cas. Et on n'a encore jamais eu d'hémoptysie en cours d'accouchement. Je touche du bois. Oui, Martine Karoubi, je suis parent. Donc je voudrais savoir, j'ai 2 questions. Déjà, si on arrête les modulateurs, quel est le meilleur moment avant la grossesse, pendant, etc. Et deuxième question, est-ce que ce mécanisme de RCP est déjà généralisé en France et va-t-il l'être ? Alors, merci pour ces 2 questions. Alors, pour les modulateurs, je vous avoue que c'est plutôt, je pense, une question adressée à Camille, par exemple, au pneumologue de Lille. C'est vrai que plus on anticipe avant la grossesse l'arrêt, que la patiente soit bien stable avant de débuter la grossesse, je pense que c'est plus important. Après, on a déjà eu, par exemple, une patiente qui avait fait 2 grossesses sans modulateur, qui était mise sous modulateur, puis qui a eu une 3e grossesse non prévue, puisque les 2 premières étaient en AMP, et la 3e était un peu une grossesse surprise. Eh bien, on l'a arrêté en tout début de grossesse, et puis il n'y a pas eu besoin de le reprendre après. Donc je pense qu'il faut toujours se poser la question de l'arrêt. Et ensuite, les RCP, c'est pas quelque chose qui est développé au niveau national. Nous, on a une culture lilloise assez marquée sur les RCP, puisque depuis très longtemps, on a une RCP cardio et grossesse. Et puis pour vous dire, nous, pendant la grossesse, on a thrombopénie et grossesse, antécédent de thrombose et grossesse, cancer et grossesse, poumon et grossesse, cœur et grossesse. Je crois que je les ai toutes dites. Mais voilà, parce qu'on a l'habitude de travailler tous ensemble, on est tous sur le même site, et puis on s'entend bien.
J'ai une petite question. Moi, je suis Tiffany Biway, je suis pédiatre. Elle est un peu en marge de votre topo, mais ça m'intéressait d'avoir votre point de vue d'obstétricien quand vous avez parlé que pour les femmes enceintes muco, vous privilégiez plutôt, si possible, la voix basse. Qu'en est-il des femmes non muco, mais porteuses d'un fœtus atteint? Est-ce que, également, en tant qu'obstétricien, vous privilégieriez la voix basse ou pas, sachant que le bébé, lui, est muco et qu'il y a, pour le coup, un peu plus de risque d'infection quel est votre point de vue d'obstétricien pour le bébé muco? Merci pour votre question. Alors, moi, le point de vue de l'obstétricien, c'est toujours la voix basse. Voilà, en fait, on fait attention à tous les enfants et d'un point de vue infectieux, on a tous nos protocoles de toute façon d'antibiothérapie pendant le travail, d'antibiothérapie à 12 heures de la rupture de la poche des os, etc. Et je dirais même plus qu'il vaut mieux encore plus une voix basse qu'une césarienne chez ces enfants-là, puisqu'on sait que l'adaptation pulmonaire, elle est bien meilleure lorsqu'on a une voix basse que lorsqu'on a une césarienne, même à 39 semaines d'aménorrhée. Dernière question. Sur l'idée d'arrêter les modulateurs pendant la grossesse. Dans l'étude nationale CAF-TRIO, on n'a pas encore analysé complètement ces données-là parce que la récolte des données prend du temps. Mais on a vu arriver quand même un certain nombre de cas de modulateurs qui avaient été arrêtés au premier trimestre de la grossesse, en gros au moment de la découverte de la grossesse, et d'aggravation secondaire avec des reprises en catastrophe au deuxième trimestre. Et donc une stabilité de la maladie respiratoire qui n'est pas parfaite pendant la grossesse. C'est pas risqué, ça? En fait, je pense que l'idéal, de toute façon, déjà, c'est de l'arrêter avant pour pouvoir commencer stable, mais on ne le sait pas toujours, et voilà. Après, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul, justement, sur ces situations-là. On ne sait pas et je pense que ce sera tout l'intérêt de cohortes comme ça, de pouvoir dire que chez certaines patientes avec un certain profil, eh bien, oui, on peut l'arrêter, et d'autres, il vaut mieux ne pas l'arrêter et le continuer. Après, on peut se poser aussi la question de la dose, on peut se poser aussi pas mal de questions autour de ça, quoi. Mais je pense qu'on est qu'au tout début des connaissances et qu'il faut absolument qu'on partage ensemble un peu toutes nos expériences pour adapter au mieux ces grossesses-là. Et on voit qu'en plus, le nombre augmente. On calculait, là, actuellement, nous, on en a 5 en cours. 5 en cours, donc on voit bien que le nombre augmente. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant accueillir le docteur Amen Chargui du Centre de biologie et de la reproduction sur Paris pour l'impact du génotype et du phénotype sur la spermatogénèse des patients atteints de mucoviscidose. Bonjour à tous et merci pour l'invitation par les organisateurs et l'équipe du service de pneumologie de Cochin. Donc moi c'est Ahmed Chargui, je suis pharmacien biologiste dans le service de biologie de la reproduction CECOS à Cochin. Je vous avoue, j'appréhende de venir parler de la mucoviscidose devant un public expert, mais ça me réjouit parce que ça me change des gynécologues aussi. Alors, donc vous savez très bien que pour la mucoviscidose, l'infertilité se manifeste par une cétazospermie et une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat suite à l'absence ou la génésie des canaux déférents. Mais initialement, on pensait la génésie des canaux déférents est liée et absente dès les premiers stades de la vie fœtale, mais cette théorie et cette hypothèse est de plus en plus contestée par plusieurs études, dans celle de Biet en 2020 qui, suite à des autopsies de fœtus entre 12 et 18 semaines de vie fœtale, retrouve des canaux déférents bien fonctionnels. Aussi, il y a une deuxième hypothèse qui est liée à un phénomène d'obstruction du tractus génital qui mime ce qui se passe au niveau du pancréas exocrine. Donc, c'est un dépôt, c'est une sorte de fibrose qui empêche, qui finit par obstruer ces canaux. Et une autre hypothèse, par une étude de Blow en 2019, qui décrit des mécanismes pro-apoptotiques induits par la protéine de CFTR mutée au niveau des vésicules séminales, de la partie distale d'épidyme et bien sûr des canaux déférents. Donc, ce qui nous a poussé plusieurs études pour faire des analyses génétiques, moléculaires fondamentales
pour évaluer l'intervention et le rôle du gène CFTR au niveau du tractus urogénital masculin. Et vous pouvez remarquer, par exemple, il y a une étude assez importante, celle de Yefimova en 2019, qui a pu étudier ces impacts sur différents stades de la spermatogenèse et du développement spermatique, mais aussi regrouper aussi d'autres études et faire appel à d'autres études. Et on remarque qu'en plus de l'impact du gène CFTR au niveau de l'épididyme, qui est un lieu de perturbation du micro-environnement épididymaire, ce gène CFTR agit aussi au niveau de la spermatogenèse, la spermiogenèse et même sur l'ultrastructure du spermatozoïde. Donc, je vais partager avec vous ces principales études qui nous ont poussé à faire notre étude et que je vous présenterai. Donc, au niveau de la spermatogenèse, donc, ça agit dès les stades préméotiques et aussi méotiques. La déplétion du bicarbonate et la baisse de la production de l'AMP cyclique agit directement sur les cellules de Sertoli, induisant une baisse de la sensibilité des cellules Sertoli à la FSH. Donc, ce qui dit la cellule Sertoli, comme vous savez, c'est un peu le ciment de ces tubes séminifères et le régulateur de la spermatogenèse. Donc, cette perturbation dans les études a montré une baisse du volume testiculaire et une baisse de la production journalière de spermatozoïdes chez les souris mutées. Aussi, un défaut d'activation d'un facteur de transcription spécifique qu'on retrouve au niveau des spermatocytes et des spermatides, donc qui dit défaut de transcription, donc défaut de maturation des spermatozoïdes. Et un troisième niveau, au niveau testiculaire aussi, c'est sur un niveau tissulaire, c'est au niveau des tubes séminifères, une perturbation de l'homéostasie par défaut d'interaction avec les aquaporines 9, donc entraînant aussi une forme de fibrose à l'intérieur de la lumière des tubes séminifères, mais aussi un défaut de régulation des protéines, des jonctions serrées, donc montrant un maillage tissulaire un peu lâche et qui mime un peu ce qui se passe dans les phénomènes de cryptorchidisme. Ça, c'est au niveau de la spermatogenèse. Après, il y a une étape de spermiogenèse. C'est l'étape où les spermatozoïdes finissent leur maturation, la compaction de leur noyau spermatique, et ils sont un tout petit peu attachés au niveau des bouts des cellules Sertoli avant de migrer vers le recte testis et après l'épididyme. À ce stade-là de la spermiogenèse, c'est une étape assez importante où se passe la compaction, la condensation de l'ADN spermatique pour le protéger, et c'est la transformation des histones en protamine. Et les études de Xu, qui est publiée au PLOS ONE en 2011, montrent qu'il y a un défaut de phosphorylation d'un facteur de transcription qui s'appelle le CREB et induit une baisse de la production de la protamine 2, d'où une mauvaise intégrité et une mauvaise condensation du noyau spermatique. Donc, il se retrouve à un diamètre de tête bien plus important, donc ne pourra pas quitter les cellules Sertoli et migrer vers l'épididyme, et il sera dégradé par les voies d'apoptose classiques, donc une perte de spermatozoïdes au niveau de l'épididyme. Après, au niveau de l'épididyme, plusieurs mécanismes qui sont liés directement vraiment du rôle régulateur de la protéine CFTR. Donc, on a un défaut d'activation de la capacitation associée à cette perturbation de la voie AMP cyclique. Une baisse de l'hyperactivation spermatique par baisse et défaut d'hyperpolarisation. On a un potentiel d'hyperpolarisation intracellulaire qui est bas, donc ce qui se traduit par un pourcentage des spermatozoïdes dits mobiles rapides, ce qu'on appelle type A, parfois si vous voyez un spermogramme, donc qui sera bas, mais par contre le nombre total de spermatozoïdes mobiles n'est pas vraiment touché. Donc on a plus une sous-catégorie de spermatozoïdes mobiles sur place que des mobiles progressifs qui peuvent bouger et avancer. Et aussi, les expériences de KO de CFTR ont montré un blocage de la capacitation des spermatozoïdes. Cette capacitation, c'est quoi? C'est la maturation de spermatozoïdes, c'est la formation des enzymes qui sont au niveau de sa tête, de son acrosome, qui permettent de reconnaître le cumulus ovocytaire, le féconder, activer l'ovocyte, et ceci par défaut d'alcanisation du pH intracellulaire.
Après, à la fin, on voit aussi que le gène CFTR agit directement aussi sur l'ultrastructure, spécifiquement sur la membrane du spermatozoïde. Donc la membrane spermatozoïde, pour permettre une mobilité, elle est naturellement riche en acides gras insaturés, plus qu'une cellule normale, et le défaut de métabolisme des lipides, conséquence de la malabsorption des nutriments et des vitamines liposolubles, entraîne un défaut de formation et une configuration de la membrane un peu, entre guillemets, anarchique et faible en acides gras polyinsaturés, empêchant une bonne mobilité de spermatozoïdes. Donc vous pouvez le voir, par exemple. Il ne pointe pas. Non. Alors, spermatozoïde normal, on a une membrane vraiment qui épouse la forme du spermatozoïde, et là, c'est beaucoup moins régulier, donc une mobilité qui sera moins efficace. Donc, toutes ces études nous ont un peu poussé à se poser des questions, d'autant plus que, avec l'amélioration de la prise en charge des patients mucoviscidiques dans les CRCM, il y a un allongement de l'espérance de vie, un désir de parentalité de plus en plus fréquent. Donc, je vous parcours très rapidement le parcours de prise en charge des patients atteints de mucoviscidose, qui est une prise en charge pluridisciplinaire incluant des gynécologues, des urologues, des généticiens et biologistes de la reproduction, bien sûr, avec l'accompagnement des pneumologues. Donc, en première étape, pour la prise en charge masculine, c'est une prise en charge andrologique avec interrogatoire, examen clinique qui se fait généralement dans les services de biologie de la reproduction. Un spermogramme 1 ou 2, un deuxième à peu près 2 mois et demi ou 3 mois pour confirmer cette azospermie. On remarque une hypospermie, donc une baisse du volume de sperme, et une baisse du pH inférieur à 7,2 liée à l'absence des sécrétions des vésicules séminales qui représentent la part la plus importante de l'éjaculat. Et la biochimie séminale, c'est un examen de plus en plus délaissé en faveur de l'échographie du carrefour urogénital. En deuxième étape, donc nous, on préfère, les biologistes de la reproduction, pour ne pas avoir un stress le jour J, de programmer la congélation des spermatozoïdes avant les tentatives d'AMP. Donc on programme ce prélèvement chirurgical des spermatozoïdes, donc principalement par technique d'aspiration au niveau de la tête d'épididyme, mais aussi et généralement assez souvent accompagné par une extraction des spermatozoïdes chirurgicaux au niveau testiculaire. Donc généralement, ce qu'on préconise et ce qu'on conseille les centres d'AMP, d'avoir un microscope et un biologiste ou un interne en biologie de la reproduction présent au bloc opératoire à côté de l'urologue pour l'accompagner, pour voir si on a des spermatozoïdes, aller sur le côté contralatéral, oui ou non, attaquer le testicule, oui ou non, en fonction de la richesse et de la mobilité du prélèvement. Donc congélation, si c'est positif, congélation des paillettes, et bien sûr un petit fragment qui va en anapathe pour l'analyse de la biopsie testiculaire. Pour la tentative d'AMP, en parallèle, on lance le bilan gynécologique féminin, la recherche de mutations CFTR chez la conjointe, une stimulation hormonale et mise en fécondation par technique d'ICSI, d'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes dans l'ovocyte mature féminin. Et après, selon la politique des centres, un transfert d'embryon à J2 ou J3, ou de plus en plus, ce qui est fréquemment fait de plus en plus, c'est un transfert au stade blastocyste, J5, J6, et congélation des embryons surnuméraires. Donc, notre étude, c'est une étude rétrospective réalisée en collaboration avec le CRCM et le service de génétique et biologie moléculaire de l'hôpital Cochin. Donc, c'est entre janvier 1998, donc première coupe du monde de football, jusqu'à décembre 2022, on ne l'a pas eu. Mais, le but de l'étude, c'était de décrire le profil clinique et génétique des patients, la qualité du prélèvement chirurgical des spermatozoïdes, l'évaluation de l'efficience de cette spermatogenèse et bien sûr voir l'issue des tentatives d'AMP. Les études que je vous ai partagées, les moléculaires fondamentales, nous ont poussé à se poser quelques questions qui sont: est-ce que la sévérité phénotypique, l'état du patient avant le prélèvement chirurgical et la sévérité génotypique peuvent-elles impacter la qualité du prélèvement chirurgical? Est-ce qu'on va impacter les chances et les issues des tentatives en AMP, en assistance médicale à la procréation? Et existe-t-il une corrélation entre la sévérité clinique et génétique du patient par rapport à ces résultats? Donc,
un recueil de données, et on remercie Dominique Hubert, je ne sais pas si elle est présente, elle nous a beaucoup aidé pour les patients un peu avant logiciel, Orbis et autres. Donc on a récupéré les données cliniques des patients, l'âge, le CVF, le VMS, la colonisation, pseudomonas aeruginosa et nombre de cures d'antibio sur l'année qui précède le prélèvement chirurgical, l'IMC, la présence ou non d'insuffisance pancréatique externe. Donc ce que vous voyez en gras, ce sont les paramètres qui nous ont servi pour notre analyse de corrélation. Bien sûr, sur le plan génétique, donc on a défini si c'est un génotype sévère ou modéré. Et sur le prélèvement chirurgical, donc l'origine, épididymère et ou testiculaire. Et on s'est basé sur les analyses des prélèvements épididymères pour évaluer la numération totale en spermatozoïdes, la mobilité progressive, c'est-à-dire ceux qui avancent d'une manière rapide, les types A ou progressif lent type B, et calculer le NSMP, c'est le nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs. C'est la valeur un peu, disons, la plus importante, pronostic du bon déroulement des tentatives d'AMP, que ce soit avec du sperme frais ou congelé, et aussi la vitalité des spermatozoïdes. On a essayé de récupérer au maximum les examens histologiques des biopsies testiculaires. Côté tentative d'AMP, l'âge de la femme, l'infertilité féminine, s'il y a une infertilité associée ou non, et les paramètres clinico-biologiques des tentatives d'ICSI, le nombre d'ovocytes matures, les taux de fécondation, c'est-à-dire le nombre de zygotes, c'est-à-dire des pronoyaux AG1, retrouvés après micro-injection des ovocytes matures, le taux de clivage, les embryons qui ont débuté une division cellulaire, J2, J3, et ou le taux de blastocytes, parce que vous voyez sur 25 ans, les techniques d'AMP ont bien évolué, et après, les issues de grossesse, taux d'implantation, grossesse clinique, naissance et fausse couche. Donc, on a pu recueillir, donc 64 patients ont été retenus par rapport à la complétude des données au maximum. Ils ont bénéficié d'un prélèvement chirurgical, ils étaient tous azospermes, sachant que parmi ces 64 patients, il y en avait 2 où le diagnostic de mucoviscidose a été fait au cours de cette prise en charge en infertilité. L'âge moyen était plutôt de 31,3 ans pour ces hommes-là, et avec un taux de récupération de spermatozoïdes à 100%. Donc les données sont assez, les intervalles de données sont assez larges pour le VMS et aussi pour l'IMC un peu moins. On retrouve à peu près 2/3 des patients avec une insuffisance pancréatique externe. Presque la moitié on a retrouvé une colonisation opio l'année précédant le prélèvement, et 2/3 des patients présentent un génotype sévère à peu près. Donc, il y a eu 64 prélèvements chirurgicaux réalisés, dont au moins 50% ont bénéficié d'un double prélèvement à la fois épididymère et testiculaire, une grande majorité bien sûr d'origine épididymère. Et les résultats, alors là par contre, pour les paramètres spermatiques épididymères, ils sont vraiment très variables. On a en moyenne une numération spermatique plutôt très satisfaisante, mais un range qui va de presque 0 à 390 millions de spermatozoïdes. Une mobilité par contre assez basse, on a une mobilité progressive autour de 2,5% en moyenne, une vitalité plutôt satisfaisante, sachant qu'il n'existe pas de normes pour il n'existe pas, contrairement au sperme éjaculé, sperme frais, où il y a des normes par l'OMS mises à jour chaque décennie, il n'y a pas de normes pour les paramètres de spermatique épididymère. Donc, le fait de dire satisfaisant ou pas, c'est en comparant par rapport aux normes du spermatozoïde éjaculé frais. Donc, après, pour la prise en charge en AMP, il y a 55 couples qui ont été pris en charge en AMP, dans 51 dans notre centre d'AMP, avec 111 tentatives, en moyenne 2,2 tentatives par couple, et 157 transferts embryonnaires ont été réalisés. Et là, les Parisiennes aussi se prennent assez tôt elles se soucient de leur fertilité, avec une moyenne d'âge à 31 ans, et des issues de grossesse on retrouve 54 grossesses cliniques avec 46 enfants nés de 29 couples
Et les taux de fécondation, donc on a un taux de fécondation de 66%, c'est un taux vraiment satisfaisant. Les guidelines de l'ECHRE, la Société européenne d'études de la reproduction, met le cut-off à 65% pour dire que l'ICSI est bien réalisé. Un taux de clivage aussi assez satisfaisant, supérieur à 60%, et des taux de grossesse clinique par transfert supérieurs, en tout cas au moins pour notre centre, supérieurs à la moyenne nationale, même récente, et un peu plutôt digne des résultats, par exemple d'une infertilité tout à fait classique, une infertilité tubaire féminine. Des taux de naissance vivante aussi par transfert assez encourageants, à presque 30%, et taux de fausses couches par transfert plutôt bas, à presque 6%. Et là, on a commencé à faire nos analyses univariées, donc avec des tests Ki2 et des tests Fisher. Donc, on a commencé par l'énumération spermatique. Et là, pour l'énumération spermatique, donc, on a pris le génotype, sévère modéré, et d'autres paramètres de sévérité clinique, comme vous voyez, VMS, IMC, insuffisance rénale, la colonisation au PIO. Et pour l'énumération, on a pris les valeurs du sperme éjaculé. Donc, on a mis notre barre à 39 millions. Seul paramètre qui présente une tendance, on a une tendance à avoir une bonne production spermatique quand on a un génotype plutôt modéré. Mais vraiment, ce n'est pas significatif, on a un P à 0,09. Par contre, aucune corrélation en analysant la vitalité spermatique. Et là, encore une fois, on a pris les valeurs de l'OMS pour le sperme éjaculé frais. Pour le NSMP, le nombre de spermatozoïdes mobiles, qui est une combinaison, un calcul de concentration multiplié par le pourcentage des spermatozoïdes mobiles A et B, autrement dit progressif, absence de corrélation. Et là, on a pris comme cut-off notre médiane, la médiane de notre population, parce que même pour le NSMP, il n'existe pas de valeur de référence ou de cut-off bien définie. Pour les issues de grossesse et d'AMP, les issues d'assistance médicale à l'AMP en ICSI. Donc les taux de fécondation, pareil, aucune corrélation, que ce soit en rapport avec la sévérité génétique ou la sévérité phénotypique. Et c'est le cas pour la grossesse clinique. Et là, on était en mode binaire, absence ou présence de grossesse clinique. Donc ces résultats, a priori, sont plutôt rassurant en absence d'impact de génotype et phénotype. On a voulu regarder un peu ce qu'il y a dans la littérature. Donc, très peu d'études données dans la littérature chez les hommes atteints de mycophysidose. Et on a 3 études, dans celle de Nick Hubert, sur une population aussi de patients à Cochin. Donc, dans les 3 études qui ont été retrouvées, on retrouve un taux de récupération de spermatozoïdes presque de 100% pour notre étude et les 3 autres études. Une numération épididymère plutôt satisfaisante dans les 2 autres études aussi, comme notre cas. On retrouve aussi une mobilité épididymère plutôt basse, elle est aux alentours de 5%. Nous, c'était 2,5%. Donc, dans l'étude de Beauvillard, c'est une étude lilloise, je pense. Et pour les taux de grossesse, donc il n'y a que notre étude qui a retrouvé qui a analysé les taux de grossesse, qui est allé au-delà des taux de fécondation biologique, des paramètres biologiques des tentatives d'AMP. Donc en s'éloignant un peu des analyses de mycophysidose, on a élargi pour voir qu'en est-il d'autres causes d'azospermie obstructive, donc l'ABCD ou d'autres azoospermies acquises. Et là aussi, là il y a un peu plus d'études, mais on n'a pas tout retenu dans cette diapo. Il y a des études qui nous reconfortent par rapport aux taux de fécondation qui sont toujours bons, des taux de grossesse clinique assez satisfaisants, et taux de naissance aussi, pareil, dans les études que ce soit pour les ABCD ou les azoospermies acquises. Par contre, Nikopoulos, en 2020, il retrouve que les taux de fécondation, que ce soit en ABCD ou azoospermie acquise, sont plutôt associés à des taux bas de fécondation et aussi des taux de naissance plutôt bas pour l'ABCD. Et une étude en 2014 pour des patients, une étude japonaise qui retrouve un taux de fausse couche assez élevé chez les patients CFTR+, autour de 14,4%. Donc, c'est supérieur à nos résultats qui sont de 6%.
Et on a essayé de regarder qu'en est-il pour l'analyse histologique des biopsies testiculaires. Donc déjà pour nous, on n'a pas pu récupérer l'analyse histologique pour tous les patients. On a les analyses que pour 30 patients et parmi ces 30 patients, il n'y en a que 2 chez qui les anatomopathologistes ont décrit une hypospermatogenèse. Par contre, ce n'est pas du tout le cas dans les autres études de littérature. Une étude de Strasbourg, celle de Viville, et une étude de Yabador conduite sur des patients du CHU de Lille, et qui retrouvent une hypospermatogenèse qui va de 34% jusqu'à 61% pour l'équipe de Lille. Et nous, on aimerait bien un peu... On est en train de relancer aussi les archives des services d'ANAPAD pour récupérer le reste d'ANAPAD, pour voir est-ce que c'est un pourcentage représentatif, oui ou pas, de cette hypospermatogenèse. Après, donc, ce qu'on retient de notre analyse, donc on s'est limité à une analyse univariée qui, a priori, il n'y a pas d'impact du génotype et du phénotype sur les paramètres du prélèvement chirurgical, épididymère, spermatozoïde, et aussi, après, sur les issues d'AMP. Donc, à la fin, donc, vous voyez qu'il y a peu de données dans la littérature, malgré qu'il y a des preuves de rôle fondamental, moléculaire et génétique très complexes et variés du CFTR sur la spermatogenèse et sur le tractus urogénital. Donc, le prélèvement chirurgical des spermatozoïdes chez les patients hommes atteints de mucoviscidose, bien sûr, ça reste une indication très importante avant la prise en charge intraconjugale en AMP, d'autant plus que, comme vous voyez, et même dans les différentes études que j'ai exposées, les résultats d'AMP sont assez encourageants, donc ça permet cet accomplissement de parentalité de plus en plus fréquent. Mais aussi, il faut se poser la question du moment, est-ce qu'on peut élargir à la préservation de fertilité? Est-ce qu'on peut la proposer à un âge plus jeune, chez les adolescents, avant l'adulte, en se disant que potentiellement, peut-être qu'on aura une meilleure qualité spermatique, on a moins d'imprégnation par les effets dits néfastes de la mutation CFTR. La proposer certainement une PF avant greffe, mais aussi maintenant avec l'avènement de tous ces modulateurs, de Kaftrio et d'autres modulateurs de CFTR, est-ce qu'il faut proposer une préservation de fertilité avant mise sous modulateur CFTR, sachant que c'est un prélèvement chirurgical, c'est un acte invasif quand même. Donc on a un manque de données de l'impact du Kaftrio sur la fertilité masculine. Peut-être que l'équipe de pharmacovigilance nous en dira plus. Après, notre étude, elle présente certaines limites. C'est cette période d'analyse très longue au cours de laquelle les pratiques, surtout en AMP, ont bien évolué. La maîtrise des techniques d'AMP, des milieux, des conditions de culture embryonnaire ont bien évolué depuis ces dernières vingtaines d'années. Et aussi, ce qui nous pousse aussi à faire peut-être éventuellement un focus sur les patients sous modulateur CFTR en mode sous-groupe ou comparaison par rapport aux autres patients. Merci. On a la place pour quelques questions. Pierre-Régis. Pierre-Régis Burgel, merci beaucoup. Le côté prélèvement de spermatozoïdes avant mise sous modulateur, c'est un petit peu un vœu pieux parce que tous les adultes sont déjà traités, les adolescents sont traités, les 6-11 ans sont traités, les 2-5 ans sont en train d'être traités. Donc en fait, la question, ça ne va pas être tellement avant modulateur, ça va être un peu comme on disait tout à l'heure sur les grossesses. Est-ce qu'il y a une indication d'arrêter le modulateur pour faire le prélèvement? Et si oui, est-ce qu'il faut que ce soit un délai de 3 mois, etc. Enfin, c'est ça la question. Après, généralement, si un problème lié au Kaftrio par rapport à un risque tératogène, mutagène ou claustogène, donc l'idéal, nous, ce qu'on propose pour d'autres molécules gonadotoxiques qui ont vraiment prouvé leur gonadotoxicité ou leur effet mutagène, c'est plutôt d'aller vers 2 cycles de spermatogenèse, donc entre 5 et 6 mois d'arrêt. C'est un peu long, j'imagine. Oui. Mais après... jusque-là, on n'a pas forcément les mêmes preuves de mutagénicité ou de tératogénicité, c'est ça. Bonjour,
Digne Temeli, référent de la PNRC. J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez des données sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur la fertilité des hommes, notamment en fonction de leur impact sur la mucoviscidose? Sur les patients spécifiquement mucoviscideuses, oui, non. Tout à fait. Oui. Par contre, l'impact des perturbateurs endocriniens sur la population générale, surtout spécifiquement dans le cadre de l'infertilité chez les femmes ou chez les hommes, ça a été vraiment prouvé et encore plus la publication du dernier guide de l'OMS a été les valeurs seuil et les valeurs, les normes pour le spermogramme ont été revues à la baisse encore une fois à cause de cette perturbation de la qualité spermatique, donc qui est beaucoup liée à notre mode de vie et perturbateur. Après spécifiquement, déjà il y a un manque de données spécifiquement pour l'analyse des paramètres spermatiques et qualité de prélèvement. Pour voir l'impact des perturbateurs endocriniens, c'est très difficile de le mettre en preuve, parce que c'est des prélèvements, comme je vous ai dit, c'est des prélèvements chirurgicaux, aspiration épididymaire ou prélèvements testiculaires. Donc c'est difficile de le mettre en preuve. D'accord. J'ai une deuxième question. Vous avez montré que le Kaftrio n'a pas d'impact en fait sur la spermatogénèse. Est-ce que vous avez d'autres modulateurs qui ont eu des impacts? Est-ce qu'il y a d'autres données on n'a pas du tout montré que le Kaftrio n'a pas d'impact sur la spermatogénèse. Dans cette population, les patients n'ont pas été sous Kaftrio et on n'a pas encore, on n'a pas encore réalisé d'études et d'analyses spécifiques sur la population des patients qui étaient sous Kaftrio et on aimerait bien faire ça. Ok, merci. Merci. On va accueillir les derniers orateurs. Donc, Sophie Gauthier, qui est responsable du Centre de pharmacovigilance de Lille, qui va nous parler des données de pharmacovigilance pour grossesse et modulateur du CFTR. Et puis Philippe Prex, qui est pneumopédiatre à Lyon, qui va nous faire part des propositions de suivi des premiers mois de vie des nourrissons issus des mères traitées. Merci. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Sophie Gauthier. Donc, moi, je suis responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Lille. Donc là, vous devez être à peu près de la France entière. Donc des centres de pharmacovigilance, vous en avez en France entière. Il y en a un par CHU. Donc si vous ne le connaissez pas, normalement, vous devriez le connaître parce que justement, avec nous, notre travail collectif au niveau lillois, on est assez convaincus du partage des connaissances et donc on a incité les centres de pharmacovigilance de se rapprocher de leur CRCM pour pouvoir partager à propos des données dont je vais vous parler. Donc, ces données, elles arrivent parce que on a plusieurs fois été interrogés, alors nous à Lille, mais d'autres centres de pharmacovigilance, sur la question de la grossesse alors que la patiente est traitée par Caftor et la question de l'allaitement alors que la patiente est traitée par Caftor. Et donc l'année dernière, je me suis dit, il va falloir quand même qu'on commence à faire un tour. Et donc j'ai été en charge de l'enquête au niveau national, donc au niveau de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui reporte ensuite à l'Europe pour tout ce qui est estimation du risque de ces médicaments-là. Donc là, moi, j'ai fait une méthodologie française, c'est-à-dire que j'ai pris langue avec mes camarades du réseau des centres de pharmacovigilance, que je connais bien, en leur disant, est-ce que vous avez eu des questions sur grossesse ou allaitement alors que les patientes étaient traitées par Caftor? J'ai interrogé la Banque nationale de pharmacovigilance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le circuit de pharmacovigilance, alors on a été très mis en avant au moment des vaccins. Le principe, c'est qu'on recueille ou on essaye de vous aider, professionnels de santé, à identifier des risques médicamenteux. Et quand ce risque est identifié ou quand on pense qu'un lien est possible entre la prise du médicament et la survenue d'un effet, c'est enregistré dans une base nationale qui devient ensuite européenne et qui devient ensuite internationale, permettant la circulation des informations pour qu'on puisse avertir au plus grand nombre quand on a une suspicion de risque. Donc cette Banque nationale de pharmacovigilance, je peux l'interroger au niveau national, et donc je l'ai fait avec les 4 molécules modulateurs des CFTR, avec la condition grossesse et allaitement, et puis j'ai fait une revue de la littérature sur laquelle je ne m'appesantirai pas, puisque Charles l'a fait avant moi. J'avais 3 axes d'attention. Le premier, c'était l'axe malformatif, l'axe phétotoxique, et puis l'axe allaitement.
Alors, sur les résultats au niveau des centres régionaux de pharmacovigilance, on a 39 cas. Alors, j'ai fait cette interrogation en juin 2023. Je suis en train de faire la mise à jour en ce moment. Donc, on en avait 39 en juin. On en a 51, 53 d'ailleurs même, en février 2023. Donc, vous voyez qu'on récupère quand même pas mal de données. 37 grossesses sur ces 39 étaient exposées au CAF Trio. On avait 2 grossesses exposées à Orcambi ou Ivalume. Et puis, on avait 29 cas qui étaient prospectifs, c'est-à-dire qu'on nous avait interrogés avant que surviennent les ennuis, si jamais ennui il y avait. Ce qui est assez intéressant parce que ça permet d'éviter le biais de il m'est arrivé un ennui et je vous le rapporte, mais je suis biaisée parce que je pense que c'est le médicament, alors qu'en fait, ça peut être autre chose. Vous voyez que la plupart des grossesses étaient exposées pendant toute la période de grossesse et elles ont toutes abouti à des naissances vivantes. Il y a eu un cas d'exposition uniquement au T1 avec une fausse couche, et puis il y a eu 3 cas d'exposition en début de grossesse, de fausse couche et puis une naissance vivante prématurée. Alors je vous ai relevé un peu ce qui était notoire dans ces grossesses. Donc il y en a beaucoup qui sont plutôt pas trop mal passées. Sur 39, il y en a pas mal qui sont bien passées, mais vous voyez qu'on a un cas d'acranixencéphalie à 9 semaines, enfin découvert à 7 semaines, confirmé à 9 semaines avec une fausse couche à l'issue. On a un cas d'hémorragie pulmonaire massive transitoire à la naissance d'un enfant, cas qui a été publié, que vous avez peut-être lu, qui nous a posé question, parce qu'on n'a pas retrouvé d'étiologie à cette hémorragie pulmonaire. On a un cas, et je peux vous en rajouter 2 autres, de détresse respiratoire à la naissance qui nous surprennent, parce que ce n'est pas des bébés qui naissent et qui ont une détresse respiratoire. En fait, ils naissent, ils vont pas trop mal, et puis quelques heures après, ils se mettent à avoir une détresse respiratoire, donc ça nous interpelle. On a un cas de surdité, mais il y a un contexte familial. On a un cas de kyste, de fente bronchiale, qui est plutôt en train de disparaître chez l'enfant au suivi. Un cas d'urétérocèle qui a été découvert à 21 semaines et qui avait disparu à la naissance. Et puis un cas d'hypotonie à la naissance qui est persistant à 9 mois, avec une histoire à fouiller, puisqu'a priori, le frère présente la même chose. Donc il faut qu'on voit si c'est un truc familial ou si c'est une autre explication. Pour l'allaitement, on a 3 cas d'élévation modérée des enzymes hépatiques. Donc, c'est des enfants qui naissent, et puis les mamans allaitent pleinement, allaitement maternel. Et puis, il y a un prélèvement qui est fait au bout de quelques semaines, alors en général, au bout de 10 jours, 15 jours, et puis on s'aperçoit que les enzymes hépatiques sont à 2 fois, en général, 2 fois la normale. Et puis, si jamais on réduit l'allaitement, ou si on l'arrête, ces élévations se normalisent. Donc, plaidant pour un rôle potentiel du passage du Caftor dans le lait et absorbé par l'enfant. Au niveau de la littérature, alors moi je vais reprendre ce qui m'interpelle dans la littérature pour alimenter les points d'intention. Alors au niveau des données chez l'animal, vous voyez que on est obligé de faire des données animales quand on développe un médicament, donc le laboratoire n'y a pas échappé. Il a fait son travail. Et donc, vous voyez que chez le rat, il n'y a pas de dose, enfin, en tout cas, la dose toxique maternelle, il n'y a pas d'impact sur la survie fétale, il n'y a pas de problème sur les développements d'organes. Il y a un petit point de naissance, mais c'est à peu près la seule chose. Et on retrouve à peu près la même chose chez le lapin. La seule chose, finalement, de ces données animales de reproduction qui ont été menées par le laboratoire, c'est qu'ils ont montré que quand les petits rats étaient exposés au Caftor pendant la grossesse et puis qui naissaient et qu'ils étaient exposés au Caftor après la naissance pendant plusieurs jours, donc jusqu'à 35 jours, eh bien, en fait, ils pouvaient présenter des cataractes. En données cliniques, j'avais essayé de faire un peu la totalité en juin. Il y a quelques case reports qui sont sortis depuis. Il n'y a pas eu de série plus grande que celle que vous a présentée Charles, les 2 de 64 grossesses et 45 grossesses. Donc vous voyez que si on totalise les case reports, les case séries et les 2 études, on a à peu près 154 grossesses, peut-être maintenant 174 grossesses publiées pour lesquelles on a l'issue de grossesse, c'est-à-dire à la naissance, qu'est-ce qui s'est passé pour l'enfant. Alors, concrètement, là j'avais tout listé, mais on va aller vite. Pas des choses formidablement notoires. Il y a des problèmes cardiaques, mais assez classiques. Il y a surtout pas rien qui se passe. Il y a... Ça marche. Je
sais pas trop où. Il y a un autre cas d'élévation de transaminase chez un bébé qui a été allaité pendant 90 jours, 2 fois la normale. Donc on retrouve un peu la caractéristique de ce qu'on a trouvé dans nos 3 cas. On retrouve un problème cardiaque, mais assez classique. On retrouve un urétérocèle, celui-là, j'arrive jamais à le dire, qui est notoire parce qu'on en a déjà un en pharmacovigilance, mais voilà, point. On retrouve quand même quelques cas de kystes, et ça nous interpelle, vous verrez après pourquoi. On retrouve 3 cas de cataracte chez des enfants qui ont été exposés in utero et allaités par la maman, et qui présentent donc 3 cataractes. Donc ça, c'est une publication de Gène en 2022, et c'est ce qui fait qu'on est assez attentif à cette problématique, au moins à la naissance des enfants. Et puis, on a un autre cas d'élévation des transaminases à la naissance. Donc, vous voyez, à 30 jours de l'allaitement, la maman a arrêté son allaitement. Et puis, quand elle a repris l'allaitement, il y a eu de nouveau réascension des transaminases chez l'enfant. Ça n'a jamais dépassé 2 fois la normale, là encore. Donc, voilà pour ce qui est au niveau des données cliniques. Il y a d'autres choses dans la clinique, dans les publications qui nous intéressent. Ça va être tout ce qui est mesure dans le lait, dans le sang de l'enfant, dans le sang de la maman, des concentrations en Kaftrio pour voir si jamais, finalement, ces Kaftrio passent beaucoup ou pas beaucoup chez l'enfant. Alors, vous voyez, là, on a c'est surtout l'Ivacaftor, donc on va regarder, le Lumacaftor aussi, pourquoi pas, mais vous avez ici le sang de cordon. Il faut que je mette mes lunettes, sinon je ne vois pas. Vous avez le sang de cordon ici, vous avez le lait, la concentration plasmatique maternelle, la concentration plasmatique de l'enfant, et puis ce qui se passe dans le lait. Alors ici, c'est le lait, ici, c'est chez l'enfant, ici, c'est chez la mère. Ici, le lait, ici, chez l'enfant, quand ça veut bien marcher, ça ne veut pas marcher, et ici, la mère. Donc on voit que chez l'enfant, on retrouve de l'Ivacaftor ou du Lumacaftor, donc ça passe, première information, que ça passe plutôt en quantité inférieure, là c'est à la naissance, donc ça passe plutôt en quantité inférieure à la concentration maternelle, ça c'est une information qui est importante, et qu'on en retrouve dans le lait, donc ça veut dire que quand on allaite, forcément l'enfant en ingurgite. Et qu'a priori, en fonction des modulateurs, le passage n'est pas tout à fait le même, puisque vous voyez que l'Ivacaftor a l'air de passer un peu moins que le Lumacaftor. Collins, en 2002, a fait la même expérience sur 3 couples enfants-mères. Et donc, ce qui est assez intéressant dans cette diapositive, c'est ici de voir qu'au moment de la naissance, entre le sang de cordon, la concentration maternelle et la concentration de l'enfant en Caftor, vous êtes tout à fait identiques. Donc, ça veut dire que l'enfant, à la naissance, il est au moins aussi inondé que la maman du médicament. Après, quand on allaite, ils en reçoivent un peu moins, mais au moins pendant la grossesse, a priori, il reçoit autant que la maman en Caftor. Autre étude d'intérêt, ça va être toutes les études qui vont nous confirmer que ça passe pendant la grossesse, notamment le passage transplacentaire. Donc on sait que les Caftors se distribuent principalement au niveau pulmonaire, mais qu'il y a un passage au niveau cérébral. Et vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus. Et que si c'est une exposition aiguë, c'est une exposition qui va vite passer, mais quand on est en exposition prolongée, et c'est le cas des femmes qui sont traitées pour la mucoviscidose, en fait, on a une accumulation possible au niveau des tissus. Et il y a une étude qui vient de sortir chez le rat qui le démontre très bien, où vous voyez sur une exposition aiguë, donc là, c'est l'accumulation, c'est le ratio entre la concentration dans le tissu et la concentration maternelle en Caftor. Donc là, c'est dans le foie, là, c'est dans les poumons, là, c'est les muscles, et là, l'intestin, et puis ici, vous avez le cerveau. Donc, vous voyez que dans le cerveau, pour une exposition aiguë, on a 50% de moins d'accumulation ou de concentration par rapport à, par exemple, les poumons, sachant que le foie, qui est l'organe détoxificateur, il en concentre 2 fois plus puisqu'il est censé s'en débarrasser. Ce qui est intéressant, c'est que toujours chez le cerveau de rat qu'ils ont traité cette fois pendant 7 jours, vous voyez que là, on se retrouve à une accumulation des Caftors au niveau de plusieurs structures du cerveau, donc cortex, et je ne me souviens plus midbrain, quelle partie, peu importe, en tout cas au niveau cérébral, et on se retrouve dans des concentrations qui sont exactement comparables à celles qu'on retrouve au niveau pulmonaire ou qu'on retrouve au niveau musculaire. Donc, chez l'animal, en tout cas, c'est bien démontré qu'une fois qu'on est sur un traitement chronique par Caftor, on a bien une présence du Kaftrio ou
peu importe la spécialité, mais en tout cas des caftors au niveau des structures cérébrales, en quantité au moins aussi importante que celle qu'on a dans le poumon. Autre chose intéressante, les récepteurs CFTR, ça s'exprime dans le cerveau assez rapidement chez le fœtus, hein, et on sait que dès la 12e semaine d'aménorrhée, le bébé les exprime. Donc ça veut dire que dès la 12e semaine, en fait, ils peuvent être sensibles à une modulation par un modulateur. On les retrouve surtout au niveau des neurones, pas dans les cellules gliales, et il y a une étude qui s'est intéressée à la présence de ces récepteurs dans les cerveaux de fœtus qui ont été, dont la grossesse est arrêtée, hein, qui ont été autopsiés, et vous voyez que la présence de ces récepteurs, elle est à peu près dans toutes les structures du cerveau, et que plus on va dans la grossesse, et plus la présence de ces récepteurs est importante. Dernier point, et j'insiste sur ce point-là parce que Charles parlait de l'expérience médico-réglementaire ou légale de l'obstétrique. Nous, en pharmacovigilance, on est né de la problématique thalidomide. Donc, thalidomide, vous savez, hein, c'est ce médicament qui a donné des phocomélies aux patients, surtout en Allemagne, parce qu'en France, on ne l'a pas eu. Et la naissance de la pharmacovigilance naît sur une problématique grossesse et médicaments. C'est 1961 et c'est une préoccupation de l'OMS au départ, et puis ensuite, chaque pays s'est organisé. En France, notre système fonctionne plutôt pas mal, hein, les centres de pharmacovigilance, on s'occupe pas mal de grossesse et on a parlé déjà des problématiques d'épakine, mais on pourrait parler aussi des problématiques topiramate, isotrétinoïne, qui sont tous des médicaments qui ont démontré, 1, qu'ils étaient malformatifs, 2, qu'ils avaient des troubles neurodéveloppementaux quand le bébé naissait au fur et à mesure de la croissance de l'enfant. Et ces médicaments-là, avant qu'on sache avec certitude qu'ils étaient à problème chez les enfants qui avaient été exposés in utero, eh bien on avait des arguments, des faisceaux d'arguments qui pouvaient nous faire penser que peut-être ils allaient être à risque. Et dans les faisceaux d'arguments, il y avait 1, l'expression des récepteurs chez les enfants assez tôt, ou chez le fœtus assez tôt, le fait que du coup ça pouvait être modulé et que le médicament passait bien chez le fœtus et donc pouvait moduler ces récepteurs au niveau du cerveau, qu'il y avait chez les patients traités, et on a le cas pour les caftors, c'est pour ça que je vous le dis, chez les patients traités par dépakine, chez les patients traités par topiramate, chez les patients traités par isotrétinoïde, on a des effets indésirables neuropsychiatriques. Que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, on a des effets neuropsychiatriques. Et donc là, on sait avec Caftor, et vous le voyez tous de plus en plus, hein, chez les adultes, c'est démontré, les problèmes de dépression, les problèmes de neuropsy. Et chez les enfants, vous avez vu, ou vous commencez à avoir des enfants qui ont des insomnies, qui ont des fatigues, enfin qui commencent à exprimer, quand on les met sous ces Caftor, des effets neuropsychiatriques. Clairement, ça pour nous, c'est des points d'attention, parce que je vous dis, dans notre histoire, on sait que dépakine, topiramate, isotrétinoïne, pour ne citer que cela, avaient exactement le même profil avant qu'on fasse la démonstration qu'ils étaient bien à risque de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants qui avaient été traités in utero. D'où notre point d'attention. Donc, je vous ai mis impact sur le neurodéveloppement. Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr, il faut le surveiller. Deuxième chose qui est intéressante, et en tout cas sûrement sur lequel il faut être attentif, c'est les travaux qui montrent l'impact potentiel finalement de la modulation de ces récepteurs et du dysfonctionnement de ces récepteurs. Quand les caftors sont donnés in utero, on a vu ça passe chez le bébé, et est-ce que ça peut modifier la période préimplantatoire? Est-ce que ça peut modifier la tubulogénèse ou la morphogénèse pulmonaire? Est-ce que ça peut modifier la différenciation pulmonaire des voies terminales? Et en fait, ces hypothèses-là, elles sont en train d'être démontrées un petit peu, hein, notamment par les travaux de L'Huillier, qui montrent que, donc c'est un modèle, hein, le modèle c'est pas l'homme, on est d'accord, mais n'empêche que c'est un modèle qui nous permet de donner des arguments. Et vous voyez que sur une exposition aiguë à ivacaftor, elisacaftor et tésacaftor, on a une morphogénèse des ramifications pulmonaires qui est défectueuse. Et ça fait écho, pour nous, par exemple, à une détresse respiratoire à la naissance qui se décalerait un peu par rapport à la naissance. Ça fait écho à l'hémorragie pulmonaire de l'enfant qui naît. On n'a pas tellement d'hypothèses pour cette hémorragie pulmonaire, si ce n'est de se dire peut-être qu'il a une morphogénèse qui n'a pas été tout à fait bien faite. C'est une hypothèse, elle mérite en tout cas d'être vérifiée.
Et puis, il y a dans ces travaux aussi la mise en évidence de la présence de kystes épithéliaux à la suite de l'utilisation de ces modulateurs en exposition aiguë. Et je vous ai dit, que ce soit dans la littérature ou que ce soit dans nos cas de CRPV, des cas de kystes, on en a en fait 2 ou 3 qui traînent et qui nous... Voilà, c'est peut-être un hasard, mais c'est peut-être pas un hasard. Donc c'est clair qu'au niveau pulmonaire et au niveau notamment de la maturation pulmonaire ou de la morphogénèse pulmonaire, on s'interroge. Dernier point, et Charles l'a abordé, l'histoire de la fertilité, et pour nous qui est important, puisque ça veut dire qu'en fait, effectivement, on va se faire surprendre, on va prescrire les Caftor, on ne va pas forcément penser à la fertilité, et bam, dans les 2 mois qui suivent, la plupart des grossesses qui nous sont rapportées arrivent dans les 2 mois qui suivent la mise sous Caftor, on a des femmes qui disent « Ah bah tiens, je suis enceinte ». Et c'est effectivement démontré dans un papier, enfin dans plusieurs papiers d'ailleurs. Si je fais la synthèse des résultats, la plupart des personnes qui vont avoir des bébés qui ont une mucoviscidose et qui vont avoir des bébés, auront été exposés au Caftor pendant à peu près toute la grossesse. Il y aura peut-être eu des essais d'arrêt, mais que ce soit dans la littérature ou dans l'expérience qu'on nous a remontée, on voit que c'est des essais qui ne sont pas très fructueux. Le passage placentaire est avéré, le passage dans le lait est avéré, ça veut dire que l'exposition de l'enfant est réelle. Est-ce que c'est une exposition massive ou pas massive? Bon, vous avez vu au sang de cordon, c'est-à-dire au moment de la naissance, vraisemblablement l'enfant est autant imprégné que la maman. Vraisemblablement, à l'allaitement, il reçoit beaucoup moins de traitement, mais il en reçoit tout de même suffisamment pour que ça puisse créer un effet indésirable de type hépatique. Le risque malformatif, il n'y a pas d'éléments saillants avec ce que je vous ai montré, mais on considère qu'on est à moins de 300 grossesses publiées, c'est-à-dire sur lesquelles on a des connaissances. Ça ne fait pas suffisamment pour être certain à 100% que le médicament n'est pas malformatif. Si on est sur quelque chose de très rare, avec moins de 300 grossesses, on n'aura pas la réponse tout de suite. Sur le risque phétotoxique, pareil, pas d'éléments saillants, mais quand même des points d'attention à mon avis. Cette histoire de modulation, nous en tout cas l'histoire de l'hémorragie pulmonaire, des stress respiratoires qui nous font peut-être évoquer cette morphogénèse imparfaite ou immature, donc à suivre. Et puis au niveau de l'allaitement, clairement, ça pour le coup, on a des cas, donc on peut dire que c'est avéré. On a des cas donc d'hépatotoxicité. 2 fois la normale, c'est pas très grave, c'est certainement pas significatif au plan clinique pour le bébé, mais n'empêche que ça pose question. Est-ce qu'on le maintient, l'allaitement, dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit l'arrêter? Est-ce qu'on doit le mixer, faire un allaitement maternel et un allaitement par lait maternisé? Ça, il faut y réfléchir. Et puis le risque de cataracte qui a été démontré avec le papier de Jane. Pour finir, juste un peu de points d'attention à mon avis. Vous allez être confronté forcément à des patientes qui vont être enceintes. Alors la grossesse va se dérouler et voilà, l'obstétricien fera son job. Et puis il y aura la naissance et puis il y aura les décisions à prendre, allaitement, pas allaitement. Mais je pense qu'il faut aussi mettre en place, et je pense que Philippe Rex va vous en parler, tout le suivi de l'enfant après, dans les quelques semaines, mois, voire même années. Parce que je pense qu'il y a des points absolument qu'il faut éclaircir. Même avec nos petites observations une par une, on finira quand même par éveiller l'intérêt, et puis un jour on aura de quoi faire une étude épidémiologique pour dire voilà, c'est une réalité de risque ou ça n'est pas une réalité de risque. Mais il y a au moins 2 points d'attention, le fonctionnement pulmonaire et le risque neurodéveloppemental. Le problème des cataractes, il est avéré, même si à mon avis il reste très rare, mais ça veut dire qu'il faut programmer des surveillances des enfants à la naissance, au moins, ça Philippe Rex reviendra dessus. Et puis pour le problème hépatique également, c'est certainement à surveiller. Je vous remercie. Oui, c'est bien à moi. Bonjour. Alors, on a plus. Ah si. Merci beaucoup. Je propose d'enchaîner directement parce qu'on est en retard et on pourra faire les questions conjointes à la fin de votre présentation. Alors, la première diapo est passée. Voilà. Donc, c'était juste pour dire qu'il y a un groupe de travail qui était en activité depuis un petit peu plus d'un an, piloté par Kitri, donc qui réfléchit à beaucoup d'aspects, et notamment celui de la surveillance de ces bébés nés de mamans qui ont pris du Kaftrio pendant la grossesse. Et donc, c'est un petit peu dans l'urgence qu'on voulait vous proposer l'organisation du suivi de ces enfants au cours des 2 premières années. Mais comme vous l'a dit Sophie, il faudra sûrement les voir au-delà, et sûrement jusqu'à l'âge de 6 ans, compte tenu des interrogations que l'on a sur le neurodéveloppement et éventuellement aussi sur la fonction respiratoire de ces enfants.
Voilà, mais pour l'instant là, j'allais dire dans l'urgence, et par rapport aux questions d'un certain nombre de centres sur l'allaitement, quelles consignes il fallait donner à ces mamans, on a voulu réfléchir à ça, et donc c'est ce que l'on a fait. Alors un premier tableau, alors normalement c'est des documents que vous avez reçus, qu'on a essayé de diffuser assez largement par l'intermédiaire de la filière. Vous avez peut-être des commentaires, et à l'occasion d'ailleurs on peut vous les retransmettre. Si vous avez des commentaires, peut-être envoyez-les nous ou moi, et puis on essaiera de réadapter les choses. Ce sont des propositions. Mais globalement, après une analyse de la littérature et puis une discussion entre experts, il nous semblait que c'était des choses assez raisonnables. Alors, une organisation, vous voyez, avec une surveillance au cours de la première semaine de vie, en fonction du fait que la maman allait ou pas, puis à 3 mois, à 12 mois et à 24 mois. Alors évidemment, dans l'interrogatoire, connaître la durée d'exposition au modulateur, les antécédents, des choses tout à fait classiques pour un interrogatoire, recueillir des données d'anthropométrie de ce bébé, son poids, sa taille, son périmètre crânien, savoir s'il a eu un ictère ou pas en période néonatale, un examen pulmonaire, un examen neurologique. Donc ça, c'est des choses que les pédiatres de maternité ont l'habitude de faire de façon routinière. Il n'y a rien de particulier. Donc ça sera fait par le pédiatre de la maternité à une semaine de vie. Et puis donc effectivement, il nous semble que ces enfants doivent être... Enfin, qu'il faut qu'il y ait une collaboration, appelons ça une collaboration, en tout cas une communication étroite entre le médecin de soins primaires qui les suivra et le pédiatre du CRCM. Je sais que ça interroge certains médecins de centres adultes qui disent que ça inquiète les mamans d'adresser ces enfants en consultation dans un CRCM, auprès d'un pédiatre dans un CRCM. Pourtant, c'est ce qui nous semble vraiment le plus solide, le plus fiable pour s'assurer que les choses sont bien faites sans inquiéter les mamans, en essayant de leur dire que c'est des choses qui nécessitent une surveillance et que de venir au CRCM, ça permet de surveiller un certain nombre de points. Alors, l'examen du cristallin, on va en parler tout de suite, et Sophie vous l'a dit, effectivement, il y a ce risque de survenue de cataracte. Alors, replaçons un petit peu les choses dans le contexte. Ce qui a été décrit, c'est plus en fait des opacités du cristallin, des trucs qui font 1,5 mm, qui ne compromettent absolument pas la vision du petit. Et effectivement, ça nécessite un examen ophtalmo, puisque c'est sûrement très lié, et c'est sûr, à la prise d'Ivacaftor. Et comme vous l'a dit Sophie également, le fait que ces mamans allaitent, elles font boire de l'Ivacaftor à leur bébé suffisamment pour qu'on puisse doser le médicament dans le sang. Donc, c'est un examen qui est important à avoir. La réalité, c'est que la faisabilité de ces examens, d'un examen ophtalmologique qui nécessite de dilater la pupille et de faire un examen à lampe à fente, je ne sais pas ce que c'est, mais d'après ce qu'on m'a expliqué, c'est vraiment pas simple du tout pour un ophtalmo. Je peux vous dire que c'est de la haute voltige un petit peu. Donc, on pensait que faire un examen très précocement qui n'allait pas répondre à la question pour essayer de trouver des opacités cristalliniennes d'1 millimètre, c'est peut-être pas le meilleur truc. Donc peut-être qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Et puis effectivement, si on peut le faire, on le fait au cours de la première semaine de vie, mais qu'on se laisse du temps effectivement pour le faire. Dans le meilleur des cas, à l'âge de 3 mois, parce que c'est plus facile, l'ophtalmologue sera plus à l'aise. Et jusqu'à l'âge de 2 ans, évidemment, si vous identifiez des opacités au niveau du cristallin, par rapport à l'allaitement, ça risque quand même d'être un argument fort pour dire à cette maman, on vous conseille d'arrêter l'allaitement, parce qu'on sait que votre enfant va continuer à avoir l'Ivacaftor, et que pour le coup, c'est gênant pour ses yeux. Et puis que s'il n'a pas d'opacité cristallinienne, il n'y a pas de raison de recontrôler cet examen. C'est vraiment très lié à l'exposition au moment de la période fœtale, donc il n'y a pas besoin de recontrôler l'examen, sauf si évidemment ce petit a des anomalies cristalliniennes initialement. On vous propose également donc de suivre l'enfant, donc encore une fois de le revoir à 1 an, et 2 ans. Donc encore une fois, une organisation à trouver entre le médecin de soins primaires, pédiatre généraliste et le pédiatre du CRCM qui vraiment doit être là pour vérifier un certain nombre de choses. Et puis on va reparler un tout petit peu après parce que c'est ce qui va conditionner l'allaitement, du bilan biologique qu'il faut proposer à ces petits. Là encore, on a bien conscience de la faisabilité, éventuellement, pas simple, à la maternité, et de la communication à mettre en place entre finalement tous les acteurs. Et on va vous proposer des choses un petit peu après ça. Un dosage de la vitamine A, du TP. Alors pourquoi vitamine A? Parce qu'il y a des hypervitaminoses A qui ont été décrites et des tableaux d'hypertension intracrânienne également associés à ces hypervitaminoses A. Et même si les collègues lillois vous l'ont dit, ils ont décrit un bébé avec une hémorragie alvéolaire et qu'ils n'ont pas retrouvé de cause, il nous semblait quand même vérifier au moins une fois le taux de prothrombine, s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie de la coagulation était un point important. Également vérifier le résultat du Guthrie chez ces enfants, puisque encore une fois, il se peut que ce soit
Normalement, c'est pas possible, mais il y a un risque de faux négatif pour les dépistages de ces petits, donc bien vérifier aussi cet élément. Et puis l'examen ophtalmologique dont on a parlé. Alors, en termes d'organisation, comment ça peut se faire? En fait, tout va partir du centre adulte et des ressources qui sont là localement. Donc, vous avez reçu, en plus du tableau et de l'algorithme par rapport aux anomalies des tests hépatiques, 3 propositions de courrier. Vous adaptez ça à votre convenance, évidemment. C'est une proposition. Vous voyez, vous adaptez. Mais finalement, ces courriers, il y en a 3. Il y en a un qui est destiné à la maman pour lui dire, bon, globalement, pour l'instant, on n'a pas d'inquiétude pour le petit qui va naître, mais il y a un certain nombre de points de vigilance à vérifier, notamment le bilan hépatique, notamment les yeux de votre enfant. Et voilà le suivi qu'on vous propose. On vous propose également de donner un courrier à l'obstétricien pour l'avertir du fait qu'il faut que les équipes, une fois le bébé né, se mettent en contact avec le pédiatre de CRCM pour organiser le suivi. Et puis également donc, un courrier destiné au pédiatre de la maternité, ou à l'équipe en tout cas, présente à la maternité, pour dire attention, ce petit, il a été exposé à ces caftors pendant la vie fœtale et il faut organiser des examens, puis ensuite un suivi avec le pédiatre du CRCM. Ça va être ça la suite. Voilà, puis la question qui se pose évidemment après, c'est ça, est-ce que ces mamans peuvent allaiter ou pas? Donc globalement, il n'y a aucune raison actuellement de dire que ces mamans ne peuvent pas allaiter. Comme on en discutait un peu avec Sophie, c'est en fait très région dépendant, l'allaitement des personnes en général et sûrement des femmes atteintes de mucoviscidose. Mais globalement, il nous semble que la réponse peut être apportée justement à partir des résultats du test hépatique qui sera fait précocement. Donc vous voyez, la durée moyenne de séjour, c'est 3 voire 4 jours. Donc ça veut dire qu'il faut une certaine réactivité des équipes sur place. Avec donc la proposition, la proposition donc de la réalisation avant la sortie de la maternité d'un bilan hépatique, ALAT, AZAT, bilirubine totale et conjuguée, et donc ce fameux dosage de la vitamine A et du TP. Si le résultat de l'examen, on va dire, est normal ou montre une cytolyse hépatique qui est très modérée parce qu'elle est inférieure à 2 fois la normale, et que la maman n'allaite pas ou qu'elle allaite très ponctuellement, on peut tout à fait s'arrêter là et donc elle continue de faire elle continue sa vie. Si la maman allaite exclusivement ou fréquemment, ce que proposait, c'était l'expérience des Lillois qui nous avait incité à faire ça, c'était quand même de recontrôler le bilan hépatique au bout de 15 jours, enfin de 15 à 30 jours, parce que des anomalies pouvaient apparaître secondairement. C'est ce qu'on vous a décrit très rapidement dans ce cas clinique de cette maman qui allait. Il y a des anomalies du bilan hépatique, elle interrompt l'allaitement, les choses rentrent dans l'ordre, elle reprend, ça réapparaît. D'accord ? Donc il y a quand même, encore une fois, imaginez que ce bébé boit quand même de l'ivacaftor. Et puis en fonction de ces anomalies présentes ou pas, soit effectivement tout rentre dans l'ordre et bien voilà, on arrête la surveillance, soit c'est pas le cas et à ce moment-là, on tombe dans ce qui est anormal, c'est le panel de... C'est vraiment pas simple à utiliser ce truc. On tombe dans le panel qui est à votre gauche, si je ne me trompe pas. Et donc là, effectivement, examen anormal, alors bilan biologique anormal, on a dit anormal lorsque c'était supérieur à 2 fois la normale pour la cytolyse hépatique ou lorsqu'il y a une hyperbilirubinémie. Alors elle peut être libre, mais pour les pédiatres qui sont dans la salle, ils le savent, c'est quelque chose d'assez banal chez un enfant, même un nouveau-né à terme, d'avoir un ictère à bilirubine libre. Ce n'est pas forcément le plan hors sec, mais ça se surveille. Ce qui est peut-être plus anormal, c'est l'hyperbilirubinémie conjuguée. Bon, c'est ce qui a été effectivement plutôt décrit. Donc dans ce cas-là, évidemment, on se pose la question d'autres causes à l'ictère chez ce petit. Et dans les observations qui ont été rapportées, c'est vrai que dans les rares observations qui ont été rapportées, on peut se demander si finalement ces enfants n'ont pas fait des ictères tout à fait banaux à bilirubine libre. Mais quand même, il faut toujours se poser la question, et en particulier si c'est une hyperbilirubinémie conjuguée. Et puis ensuite, en fonction de l'amplitude un petit peu des anomalies, soit on a une cytolyse qui commence quand même à être significative, entre 2 fois et 5 fois la normale. À ce moment-là, effectivement, on peut conseiller à la maman de diminuer son allaitement. Alors, on vous a mis 75%. Bon, il faut une réduction quand même significative pour que ces anomalies puissent rentrer dans l'ordre. Et puis, effectivement, après, il faut qu'il y ait une prise en charge, encore une fois, avec le pédiatre de la maternité. Ça va très vite plus le concerner, mais en tout cas, il faut quand même que quelqu'un s'assure de la normalisation de ce bilan hépatique. Donc, c'est à ce niveau-là encore que le pédiatre du CRCM a un rôle hyper important à jouer.
soit les anomalies vous inquiètent vraiment parce qu'elles sont supérieures à 5 fois la normale. Et à ce moment-là, effectivement, c'est une bonne raison pour dire à cette maman, on vous conseille d'arrêter l'allaitement. Et puis là aussi, il va falloir suivre l'histoire jusqu'à ce qu'elle se normalise. Voilà. J'espère que vous vous y retrouvez un petit peu. Donc, c'est des documents qui vous ont été transmis. Encore une fois, regardez ça tranquillement, calmement. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez l'impression que certains points ne sont pas clairs. Ça a déjà été un petit peu le cas par rapport justement à l'hyperbilirubinémie. Voilà. Et puis le dernier point, on est en train de réfléchir à la validation d'un certain nombre de recommandations, à la fois celles pour le suivi au cours des 2 premières années, mais même au-delà, jusqu'à 5-6 ans. Et donc ces propositions, elles sont en cours de rédaction. Et donc ensuite, elles vous seront soumises pour que vous donniez votre avis. Et donc ça se fera sous la forme d'un Delphi. Et c'est en cours de préparation et on espère faire ça avant l'été pour arriver à des recommandations rapidement parce qu'on voit que le nombre de grossesses n'arrête pas d'augmenter et qu'il faut pouvoir réagir et se coordonner. Merci à tous. Merci beaucoup. On a peut-être la place à quelques questions. Isabelle ? Je voulais juste dire merci beaucoup. Sophie, juste je voulais dire, corriger un tout petit peu ce que tu as dit sur l'effet malformatif pulmonaire, puisque le travail de Michael Huillier, il a été fait dans notre laboratoire. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment une expérience extrême. C'est-à-dire qu'on prélevait des poumons de fœtus de souris, et on peut maintenir en survie ces poumons explantés pendant 72 heures. Et on a vu 2 choses. On a vu, donc ce sont des poumons de souris SO hétérozygotes, donc exactement la situation d'une maman muco qui attend un bébé hétérozygote. Et donc l'incubation avec du Kaftrio arrête la ramification pulmonaire et de façon consécutive, les bourgeons alvéolaires se distendent. Donc ça n'est pas véritablement malformatif. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on a reproduit exactement les mêmes choses en suractivant ces FTR, c'est-à-dire en mettant un activateur qui fait surproduire de l'AMP cyclique. Donc c'est effectivement... et on a inhibé cette activité en inhibant ces FTR. Donc c'est bien dû à la remise en fonction de ces FTR dans un poumon fœtal, de souris, je précise. Donc c'est un effet, je dirais, presque fonctionnel ou métabolique. Par contre, c'est vrai qu'on ne voit absolument pas d'effet, ou dans quelques rares cas, de malformation, où tu as cité ces kystes, mais qui probablement n'ont pas grand-chose à voir. Mais par contre, et à la lumière d'un papier là, très récent sur les trajectoires de croissance pulmonaire, qui met en lumière par exemple des imprégnations médicamenteuses fœtales ou tabagiques sur des fœtus, et qu'on voit qu'à l'âge adulte, il y a des anomalies fonctionnelles pulmonaires, c'est là peut-être où il faut s'interroger sur l'impact de finalement la suractivité de ces FTR dans un poumon fœtal, ce que ça peut faire secondairement. On n'a aucune idée. Mais en fait, ce que je voulais juste dire, c'était que ce n'était pas un effet malformatif qu'on a vu, ce n'était pas des anomalies de la tubulogénèse, mais en effet, c'est un arrêt de la ramification. Voilà. C'est un tout petit peu différent. Ça marche, ouais. Dominique ? Ça marche. Oui. En fait, c'est toujours compliqué. C'est comme le trouble neurodéveloppemental. Est-ce malformatif, est-ce fétotoxique ? En fait, on ne sait pas bien. Donc, pour moi, je ne sais pas les classer. Je dis malformatif, fétotoxique, mais je ne sais pas les classer. Je ne serais pas aussi formelle sur le fait de pas malformatif. Ça fait quelque chose et à un stade qui peut être un stade malformatif. Donc, je ne saurais pas les classer. Malformatif, un médicament malformatif, jamais 100%. Le max qu'on connaisse, c'est isotrétinoïde, c'est 20% des enfants exposés. Neurodéveloppemental, on ne sait pas si c'est malfo ou féto, c'est 50% des enfants exposés. Donc, c'est ça. Donc, en fait, on n'est jamais à 100%, heureusement, mais
on a quand même, voilà, quand on a la suspicion d'eux, il faut toujours être quand même attentif. Oui, s'il vous plaît. Dominique Grenet, CRCM adulte à Foch. Concernant cette alerte sur le neurodéveloppement des enfants, vous avez déjà des conseils à donner ou réfléchi à ce qu'on devait faire par rapport aux mamans, enfin, prévenir les parents d'enfants qui ont déjà 1 an, 2 ans. Faut-il les tracasser a posteriori, leur conseiller quelque chose? C'est difficile, ne les inquiéter sûrement pas. Non, parce que vous voyez, les signaux sont quand même pour l'instant. Mais ça les inquiétera de toute façon. Bien sûr, non mais bien sûr. Voilà, donc il y a un équilibre un petit peu subtil à trouver entre le fait qu'on veut quand même un peu surveiller ses enfants sans trop inquiéter les familles. Bon, c'est un peu comme quand on décroche notre téléphone pour dire aux mamans, il faut venir demain au CRCM parce que votre bébé est positif au dépistage. Donc voilà, enfin c'est des choses malheureusement qu'on connaît. Pour l'instant, non, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut évidemment collecter des données, se déplacer un petit peu dans le temps pour dire, bon, on a des raisons pas de s'inquiéter. Après, faut qu'on voit, et ça on n'a pas encore bien avancé là-dessus, c'est quel test faire et à quel moment. Est-ce que des auto-questionnaires suffisent? Est-ce que c'est vraiment des tests de neuropsycho poussés pour arriver un petit peu à détecter des anomalies? Déjà, sur les quelques cas qu'on a pu récupérer sur du suivi, on a un suivi à 5 ans, voilà, l'enfant va très bien, parfait. Un suivi à 18 mois, retard de langage. Ah, bon, on va faire attention. Un suivi, il y a une publication à 3 ans, retard de langage. Ah, bon, on va faire attention. C'est ces points-là sur lesquels il faut être attentif. Parfait, votre enfant va bien, oui, tout se passe bien à l'école, oui, ses apprentissages se passent bien, oui, parfait. Non, ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, tiens, c'est peut-être intéressant à remonter. C'est plus comme ça, je pense qu'il faut pour l'instant faire. On a la place pour une dernière question, courte, ultime. Merci. Bonjour, Léa Roditis à Toulouse. C'est vrai qu'on se pose la question sur des troubles éventuels du neurodéveloppement. Moi, je m'interrogeais sur le fait d'intégrer du coup à ce questionnement et à cette surveillance les neuropédiatres ou nos réseaux de périnatalité qui sont déjà experts dans le domaine sur les suivis de très grosses cohortes d'enfants prématurés ou vulnérables. Et puis, sur cet arrêt du suivi à 2 ans finalement, et pourquoi pas aller jusqu'à 6 ans comme ce qui est fait sur ces réseaux de périnat. Non, bien sûr. Alors oui, absolument, les néonatologues sont champions. Et puis alors pour le coup, là, il y a des défis actifs beaucoup plus importants. Donc oui, bien sûr, il faut sûrement discuter avec eux, solliciter les neurologues pédiatres, c'est compliqué, hein, ils sont débordés, tout le monde n'a pas de neurologue pédiatre à proximité, ça serait l'idéal, mais ça va être compliqué en termes de faisabilité. Et la partie de la question, c'était... Ah oui, non, bien sûr, ça va au-delà. Là, c'était dans l'urgence, effectivement, on vous a dit voilà pour l'allaitement, voilà pour la surveillance du bilan hépatique, mais oui, il va falloir aller au-delà, à 6 ans. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Juste avant que vous partiez, je prends la parole quelques secondes. Je mets 2 boîtes. Rassurez-vous, c'est pour faire la collecte pour l'organisation des prochaines journées scientifiques. C'est juste pour récupérer vos badges. Il y a quelqu'un qui vous attend à la sortie, mais vous pouvez déjà le faire ici pour vous en débarrasser. Pardon. Voilà. Et puis sinon, je voulais remercier Cécile Morel pour l'organisation et Mahamadi Savadogo pour la tenue du micro pendant ces journées. Merci. Merci à vous.